Alors voilà, on m'a traîné au salon Biozen, où il y a plein de trucs très bizarres. Un salon vaguement intéressant, on parle de différentes choses, et il y avait notamment des salons, des stands avec des acupuncteurs, donc un appareil à 380 € sans pile, qui est juste une boîte en plastique avec des picots en ferraille, en métal qui vous font mal, et plus vous appuyez, plus vous avez mal, plus ça montre que vous avez un problème. Bon. Il y avait des naturopathes naturellement, il y avait des stands avec de l'eau dynamisée. Et j'ai appris un truc fou, j'ai appris que lorsque on fait circuler de l'eau dans un tube qui fait une sorte de tourbillon, donc ils appellent ça un vortex, qu'on sépare le jet en deux vortex qui tournent l'un dans un sens opposé à l'autre et qu'on les fait se rejoindre, eh bien ça nettoie l'eau de son information. C'est la mémoire de l'eau, vous voyez, on est face à comme ça. Et lorsque les deux vortex arrivent à nouveau en contact, eh bien l'eau est chargée en énergie parce que les vortex font qu'à partir du vide se créent des électrons. Je ne déconne pas, c'est comme ça qu'on m'a expliqué, donc j'ai bien expliqué à la personne que ça méritait au moins 2 prix Nobel, et j'ai pas eu de réponse sur comment ça marchait, mais on a ça. Et il y a notamment une personne qui s'appelle Annie Lobé, qui est une militante anti-Linky, anti-ondes, anti-téléphone, anti-technologie de manière générale, qui est persuadée que les ondes qui nous baignent sont extrêmement nocives pour la santé, qui a fait une conférence où elle a dit des choses qui me paraissaient douteuses, et donc je suis allé à son stand le lendemain, donc aujourd'hui, samedi, pour parler avec elle et pour échanger, pour lui montrer qu'on n'est pas des gens obtus. Et j'aimerais ça vous encourager, si possible, à faire comme moi et mieux que moi, c'est-à-dire à ne pas être dans une confrontation bête et méchante, mais à avoir une discussion où on écoute l'autre et on n'argumente pas trop. Donc je vous propose de regarder ce petit morceau de vidéo. En tout, ça a duré au moins 40 minutes, voire 50 minutes, je crois, cet échange. Je ferai un petit montage pour vous garder les moments intéressants. Mais en fait, vous allez voir un bel exemple de millefeuille argumentatif où, quand on pose une question simple, elle passe par plein de trucs bizarres autour et puis elle répond pas en fait. Donc c'est assez intéressant. Je vous souhaite d'apprécier la vidéo pendant que moi je souffre sur les pentes d'une montagne qui fait au moins 10 km de haut. C'est atroce, c'est irrespirable. Les Pyrénées, c'est beau. Et je suis essoufflé, mais en fait c'est des effets spéciaux, faut pas y croire, c'est tout est faux. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires le sentiment que vous inspire cette conversation que j'ai essayé constructive avec cette personne. Renseignez-vous sur la street epistemology, renseignez-vous sur l'entretien épistémique, c'est le nom qu'on donne en français, sur la méthode, sur comment discuter avec les tenants croyants sans que ça dégénère, sans se braquer. En espérant que cela vous soit utile, je remets ma casquette parce que j'ai déjà une oreille qui a malheureusement été flétrie par cet astre qui dissémine des ondes électromagnétiques mortelles, le soleil. À bientôt. Téléphone sans fil, oui, de la maison. Téléphone de maison sans fil. Portatif, portable maison, voilà. Donc, il émet dans cette gamme qui est quand même très, très courte, 10 sur le 30 à 1900, il émet à 250 milliwatts. On sait que c'est peu. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ce radioastronome qui s'appelle Éric Gérard, l'Observatoire de Paris, je lui ai demandé de calculer la différence entre ces 250 milliwatts et le bruit ambiant naturel à la surface de la Terre. C'est 100 000 milliards de fois plus puissant que le niveau ambiant naturel à la surface de la Terre. Une onde ne peut pas traverser un obstacle dont la taille est supérieure à la longueur d'onde. Par exemple, on a 12 cm le Wi-Fi, c'est arrêté par un mur d'une épaisseur de 12 cm. Mais nous, notre peau, elle a une épaisseur beaucoup plus fine, donc le Wi-Fi nous traverse, nous transperce, comme si on n'était pas là, si vous voulez. Donc on n'est pas prévu évidemment pour être transpercé par son, puisque en dessous de 5 MHz, il n'y en a pas du tout à la surface de la Terre. C'est zéro, hein, ça c'est aussi Monsieur Gérard qui me l'a dit. En dessous de 5 MHz, c'est zéro, il n'y a rien du tout. Et donc, quelqu'un m'a dit, oui, mais on n'est pas non plus prévu pour être dans des voitures, ou dans des trains, ou avoir des vêtements, ou des lunettes. Sauf que, en fait, si vous avez... Bon, ces ondes, elles pénètrent dans notre corps, d'accord ? Si vous avez une voiture ou un train qui va rentrer dans votre corps,
Là, vous allez en apercevoir. Si vous avez un vêtement qu'on utilise pour vous stranguler ou pour vous faire un garrot, vous allez vous en apercevoir. Si votre frange de lunettes, au lieu de la mettre là, vous êtes dans l'œil, vous allez vous en apercevoir. Donc la seule raison pour laquelle on peut penser que c'est la même chose avec une voiture d'être transpercée par ses ongles, c'est qu'on ne perçoit pas ses ongles. Et si on ne les perçoit pas, c'est qu'elles n'étaient pas, elles ne nous précédaient pas. C'est l'heure de finir? Ah, dépassé, d'accord. Ah, ben je ne peux pas regarder. Voilà, donc on va s'arrêter là. Vous voulez faire quoi? Je sais pas, c'est... Oui, c'est possible? Ah, ben bien sûr. Ça, c'est un Ghostmètre. Un gros Est-ce que vous enregistrez là? Oui, j'essaye. D'accord. Vous enregistrez quoi exactement? Bah, ça filme et j'ai du son, mais le son va être pas terrible, mais voilà. Donc vous filmez ça? Oui. Ok. Donc, je m'appelle Annie Lobé, je suis journaliste scientifique. Et donc, j'ai acheté en 2004, je crois, un Ghostmètre à Ed Lipper, qui est le scientifique américain qui a publié avec Nancy Berthemer la première étude qui montrait un lien entre les leucémies infantiles et les sous-stations qu'ils appellent en anglais, c'est-à-dire les postes de transformation électrique. Comment ils ont procédé? Nancy Berthemer, je l'ai eu au téléphone, ainsi que Ed Lipper, donc c'était des gens très intelligents, n'est-ce pas? C'est eux qui ont inventé l'étude cas témoin. Donc c'est un Ghostmètre qui mesure en milligauss, donc un champ magnétique de fréquence de 50 Hz. Malheureusement, il a été endommagé dans un transport, mais il y a une des fonctions qui subsiste, c'est la détection, en fait, il rend audible tous les champs magnétiques de basse fréquence entre 40 et 10 000 Hz. Ici, on voit qu'on n'entend pratiquement rien. Ça veut dire qu'il y a un niveau pratiquement zéro. Et la différence, par différence, vous posez le téléphone portable là. Et vous voyez donc, le champ magnétique émis par son le champ magnétique émis par son téléphone, qui est donc en fait. Désolé. C'est vrai que je vous passe ça. Bon, d'accord. Bon. Alors ensuite, On laisse? on va faire l'expérience. Vous allez passer un appel. Elle fait un... Là. Comme par hasard, ça ici aussi, c'est bien. Ah, voilà. Alors, on va éteindre parce que... Et maintenant, donc, alors si vous voulez passer l'appel, il faut le laisser dedans si vous voulez. C'est différent? Eh ben, non mais, au revoir. Au revoir. Alors, l'instrument, c'est le HF32G de GHz Solutions, qui a un spectre compris entre 800 et 2500 MHz. C'est les micro-ondes, vous êtes d'accord? La téléphonie... Bon, on est 2005, hein, la téléphonie. 2004, 2005. Voilà, ça dépend si c'est la 4G ou la 3G, mais bon, en tout cas, c'est bien compris là-dedans, ainsi que le Wi-Fi, d'ailleurs, qui est à 2450. Bon, alors, maintenant qu'on a fait tout ça. Alors, on peut essayer maintenant le mode avion. Non, mais on est d'accord. Essayez, c'est intéressant. Allez, essayons le mode avion. Excusez-moi, c'est des mesures, on ne peut pas savoir ce que ça donne avant d'avoir mesuré. J'essaie le mode avion, ça y est, le mode avion. Et moi, je veux bien admettre que même en mode avion, ça émet. Ça me dérange pas d'émettre. En mode avion, vous voyez, en principe, les micro-ondes s'arrêtent. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai vu. Donc, vous voyez qu'en mode avion, les micro-ondes s'arrêtent, mais pas les basses fréquences. D'accord? Et les basses fréquences peuvent être juste dues à la circulation du courant dans l'appareil. C'est pas qu'il émet, c'est que comme le courant circule, ça émet un champ. On est d'accord? On est d'accord. Vous ne filmez pas moi, hein, ma matière, j'espère. Bah si. Ah non, non, on peut pas le filmer. Je C'est pas baisse. pour être mis en ligne. Je sais pas. Ah non, non, ça je vous interdis de me mettre en ligne. Hein, Vous m'avez dit, ah bon. moi, personnellement, mon visage. D'accord. C'est dommage que vous ne m'ayez pas. Bah ça filme là. Donc c'est bon. Oui, d'accord, mais enfin, je veux bien vous filmer mes mains. Et tout bah ça, je mais vais pas mettre. le visage. Ok. Vous enlevez tout ce qui est visage, d'accord? Parce que moi je ne suis pas. Qu'est-ce que ça nous montre? Alors attendez, j'étais en train de discuter quoi pour vous? Oui, mais vous voulez Là, je suis ennuyée, vous voulez faire une ça conférence fait complète? des Bah oui, mais c'est bien, mais. Et d'où ça vient alors? Parce que ça veut dire que- C'est peut-être le bouquin qui émet des ondes. Alors votre livre est dangereux. Voilà, c'est marqué ondes électromagnétiques, du coup il détecte que ça parle de ça.
Moi, ce qui m'intéresse, j'aimerais aller au bout du propos parce que jusqu'à présent, j'ai rien à redire. Admettons. Non, mais attendez, il y a un truc que je comprends pas. Ah Là. oui, mais moi, Pourquoi ça continue d'émettre alors qu'il est directionnel et que là, il n'y a rien? peut-être qu'il marche mal. Peut-être qu'il marche mal. Mais de toute façon, regardez tout à l'heure, enfin, ça variait, même avec le téléphone, entre 0 et 2000. Oui, mais c'est parce que ce n'est pas régulier. Alors, ce que je voulais vous dire, j'étais en train de Oui. vous dire, si vous j'aimerais bien qu'on fasse l'expérience, vous enlevez Internet, vous enlevez le fait qu'ils reçoivent en permanence. Et moi, je vous accorde que ça émet des ondes tout le temps. Non, Et c'est on pour passe ça- à l'étape d'après. C'est pour savoir s'il émet tout le temps ou pas. Mais vous ferez. Je suis d'accord, je pense qu'il émettra. avec Voilà, les- ça émet tout le Non, mais temps. il ne faut pas penser, il faut mesurer. Et j'aimerais connaître votre raisonnement, madame, pour voir qu'est-ce que vous en concluez. Moi, j'accorde tout est vrai. Mais qu'est-ce qu'on en conclut? Alors, comme je disais hier dans la conférence, qu'est-ce que vous avez fait là? Ah, rien. D'accord, donc c'est vraiment... J'ai touché à rien sur mon téléphone. Ok, là je comprends pas ce qui se passe parce qu'il n'y a pas. Vous avez vu qu'au début quand je l'ai allumé, après ça s'est baissé. Là vous avez. Il est encore sous Il est en garantie. mode. Il est en Non, non, mode. il est, pas, il est en mode normal. Il n'y a rien de. Est-ce que vous pouvez tous les deux mettre votre portable en mode avion? Mais non, mais c'est Non, ça. je veux savoir d'où ça vient. Mais Excusez-moi. vous ferez un test avec votre appareil plus tard, moi je veux avoir la réponse sur votre raisonnement. Hier, vous alliez parler de santé, paf, ça a coupé, ça m'intéressait, on n'a pas pu aller au bout. Je veux comprendre. Quand vous dites, par exemple, Alors. qu'il y a 100 000 milliards de fois plus d'ondes que dans la nature, je alors, viens, on va ok, reprendre. qu'est-ce qu'on en conclut? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre le raisonnement. Parce que moi, je suis pas votre ennemi. Si c'est dangereux, ça m'intéresse, parce que je suis exposé, hein. On reprend le. Alors attendez, parce que j'ai un truc que je voulais montrer hier et que j'ai pas eu le temps de montrer hier. J'ai pas d'objection sur le fait que ça émet des ondes, et peut-être trop d'ailleurs, c'est possible. Mais qu'est-ce qu'on en conclut? Alors donc, pardon, ce qui est important, c'est que, alors comme je disais hier, on n'est pas prévu pour être exposé à ces fréquences puisqu'elles n'existaient pas avant nous. Ça s'appelle un appel à la nature, ça m'intéresse pas, c'est pas un argument. Attendez, la vie s'est développée sur Terre dans des conditions très précises, par exemple au niveau de la radioactivité. C'est-à-dire que quand la Terre s'est formée il y a 4 milliards d'années, le niveau de radioactivité était très élevé et il a fallu attendre à peu près 3 milliards d'années que la radioactivité descende pour que la vie, sous Non. la forme sur laquelle elle existe aujourd'hui, apparaisse. Les cellules eucaryotes Ah non, non. sont apparues il y a 1 milliard d'années à peu près. Voilà, oui, mais c'est pas à cause de la radioactivité. Non, ce que je dis simplement, c'est que les conditions dans lesquelles la vie s'est développée, c'est un niveau de radioactivité N. Oui, mais assez élevé d'ailleurs. N. Donc, qui avait énormément baissé depuis 3 milliards d'années. Si vous voulez. Bon. Pour les ondes, on s'est développé dans des conditions d'exposition N, qui sont donc, on a vu hier, 100 000 milliards de fois plus faibles qu'un téléphone de 250 milliwatts. Hein. Donc, c'est une condition dans laquelle la vie s'est développée. Voilà pourquoi j'explique que on n'est pas prévu pour être exposé. Mais Ça peut avoir des votre dégâts. phrase, elle a un présupposé Des dégâts dans que. le sens. Ouais, il y a un présupposé qu'il y aurait des conditions qui sont optimales. Non, c'est des conditions qui sont compatibles avec la vie. Ça veut dire qu'elles sont optimales, elles sont compatibles avec la vie. On est exposé pendant des milliards d'années à tant de radiation, donc on peut supporter. C'est compatible. Ça veut dire qu'on est fait pour ça. Mais c'est Moi, je dis, compatible on avec. est prévu pour ça. Et, parce et je vous dis que on est adapté à ça. on est adapté à ça, admettons. Adaptation. Hein. Donc ces ondes qui nous transpercent dans les conditions que j'ai Alors expliquées. transpercer, c'est compliqué parce que non, on est traversé. On est traversé, oui. Ouais. On est traversé. Vous avez dit transpercer 20 fois hier, j'ai pas relevé, mais transpercer, ça implique qu'un ballon qu'on transperce, c'est compliqué. Un ballon que vous traversez avec de la lumière le traverse, il est pas perturbé. Donc le mot transpercer, sémantiquement, il est chargé Je aussi. suis d'accord avec vous, il est peut-être inexact puisque transpercer ça indique peut-être une blessure. Bah voilà. D'accord. Donc alors. Mais traverser, très bien. Mais transpercer quand même. Je vais vous dire pourquoi. Par exemple, quand je parlais de ça avec un médecin, elle me dit oui effectivement, si je frotte ici pendant 1 an ou 2, je vais développer un cancer. Bon. Si, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que la Il y aura une blessure toujours. voilà, une blessure. Et donc, ces ondes, quand elles nous traversent, elles nous aussi provoquent des blessures dans les Pas cellules forcément. intérieures. Non, pas forcément. Alors, comment ça se passe? J'ai écrit donc,
Pour qu'il y ait blessure, il faut qu'il y ait interaction entre le rayonnement et les molécules qui sont touchées. Tout à fait. Alors c'est là où on vient à l'effet sur les ions calcium. Alors 99% du calcium que nous avons dans le corps est fixé dans les os et 1% libre dans les cellules d'entrer et de sortir sous l'effet de différents agents. Et en même temps, ces ions calcium accomplissent différentes fonctions. Il y a un chercheur qui s'appelle Berridge, qui est britannique, un spécialiste des ions calcium, qui a publié une étude dans laquelle il identifie plus de 150 processus dans lesquels sont impliqués les ions calcium et les transferts calciques. Oui, c'est super important. En termes de communication cellulaire, le calcium est hyper important. Tant mieux, vous connaissez les ions calcium, ça me rassure. Et notamment dans les cancers, la voie calcique, elle est impliquée souvent. Donc je suis d'accord. Et alors donc ce qui se passe, c'est que de même que la compression cellulaire provoque un efflux d'ions calcium, une sortie des ions calcium, de même toutes les ondes électromagnétiques ont ce même effet de provoquer la sortie des ions calcium. Par ma connaissance. Alors ça a été documenté par Rossaday, Carl Blackman et donc il y a des études nombreuses publiées principalement dans une revue qui s'appelle Bioélectromagnétique. Et comment je me suis intéressée à ça, c'est parce qu'un chercheur français qui s'appelle Bernard Béret, dans une communication qu'il a faite à Jussieu en 1991, a dit la phrase suivante: l'un des effets les mieux étudiés en bioélectromagnétisme et les flux d'ions calcium provoqués justement donc, par soit des micro-ondes, soit Oui, à quelle dose? Voilà, alors justement, c'est là où ça devient intéressant, c'est que les études ont été tellement multiples et bien faites qu'on a pu déterminer que ce n'était pas seulement une question de dose, mais surtout ce qu'ils ont appelé en anglais window effect, c'est-à-dire un effet fenêtre. De même que là, si vous avez une fenêtre, vous voyez ce qui se passe de l'autre côté, mais après s'il y a un mur, vous ne voyez plus rien. Donc à certaines fréquences, vous allez avoir un effet, et à d'autres fréquences, vous n'allez plus avoir aucun effet sur les Tous ceux ions qui étudient calcium. les ondes savent qu'on doit travailler sur des fenêtres spécifiques parce qu'en effet, il y a des, selon la fréquence, il y aura ou pas interaction. Parce que la taille des molécules, la taille des ondes est corrélée, et si la taille n'est pas bonne, il n'y a pas d'effet. Le modèle qu'ils ont utilisé, c'est Awake Cat Cerebral Cortex et Rat Cerebral, non, embryo, Chico-embryos. Donc ça veut dire donc, le cortex cérébral de chat éveillé et d'embryon de poulet. Brain tissue in vitro, ça il en a fait beaucoup, mais il m'a dit qu'il avait utilisé 60 000 œufs pour ses études. D'accord. Mais il y a aussi eu des études sur le vivant. Alors, Rossaday m'a expliqué, quand je lui ai téléphoné, qu'en fait l'origine de ces études, c'est que c'est la recherche aérospatiale. Comme ils devaient envoyer des organismes vivants dans l'espace, ils ont voulu voir quel effet avait la fréquence de 400 Hz qu'ils savaient qu'il allait avoir dans les instruments de bord. Et alors je ne sais pas pourquoi ils sont arrivés aux ions calcium, parce que je me souviens plus ce qu'il m'a dit, ou peut-être que j'avais pas assez de connaissances pour comprendre, mais si vous voulez, un des effets, par exemple, des ions calcium, c'est de participer à la production d'acétylcholine, le neurotransmetteur de la mémorisation, de l'attention, de l'intelligence, entre guillemets, et du mouvement. Il y a une des études qui était faite, par exemple, sur les portables, qui montrait, en exposition de courte durée, une augmentation de la vitesse de réaction sous exposition. Donc, on peut supposer qu'il y a eu plus d'acétylcholine qui a été sécrétée, réaction plus rapide. Je ne sais pas si c'est ça. On ne peut pas le dire, mais on peut supposer. C'est une hypothèse que je fais. Enfin, je ne sais pas comment ils sont arrivés aux ions calcium, si vous voulez. J'ai vu une étude qui montrait, par exemple, sur un seul ion calcium, l'efflux d'un seul ion calcium suffit pour faire battre le cœur d'une grenouille. Donc les ions calcium, c'est très très sensible. Hein. Ça a un impact important, mais est-ce que c'est sensible à des fréquences de faible intensité? C'est pas sûr. Tout à fait. Alors, ce qui se passe, c'est que les études, en fait, sont claires. Si vous exposez à des ondes de forte intensité, une durée brève suffit pour provoquer un échauffement. Oui. D'ailleurs, j'ai vu les premières études complètement horribles qui ont été faites. On a mis des chiens vivants dans des fours à micro-ondes jusqu'à ce que mort s'en suive pour étudier. Et on a vu qu'il y avait des créations de points chauds avec des endroits qui étaient complètement carbonisés, d'autres qui étaient intacts. Je suppose qu'ils étaient anesthésiés, n'est-ce pas? Je ne sais pas. C'est déjà grave, bon bref. Mais bon, c'était
avant les années 70, il n'y avait pas. Donc ça c'est la première chose. Après, il y a d'autres études qui ont été faites qui ont montré des effets athermiques qu'on a appelés spécifiques. Ce sont ces effets qui sont contestés par les CNIRP notamment, mais payés par les industriels, payés par ceux qui veulent aussi utiliser ces ondes comme des armes, comme Brooks Air Force par exemple, il y a pas mal d'études mensongères là-dessus, avec, je ne pas les noms. Mais parce que moi du coup j'ai étudié l'effet des ondes de ces fréquences-là sur les levures, sur les cellules. Alors j'ai regardé la littérature, et justement on traquait les effets non thermiques. C'est des cellules... les levures, c'est des cellules eucaryotes aussi. Oui. Donc il y a de long calcium. D'accord, ok. Et on n'a rien pu montrer. Et dans la littérature, il y a quelle fréquence alors 2400. 2,4 gigas, c'est la fréquence des téléphones. Et qui est-ce qui a publié ça? Ça n'a pas été publié. J'ai fait le travail et dans l'équipe, ça s'est mal passé. Donc, mais... c'est vous qui avez fait le travail. Oui. Et donc on n'a rien vu. Vous travaillez pour qui à ce moment-là? C'était l'université de Clermont-Ferrand et d'Angers. Alors à Clermont-Ferrand, ils ont montré un effet sur les tomates. Je sais, c'est Angers, c'était mon chef. Il a montré un effet sur les tomates. Il a montré des effets sur les tomates. C'est vrai. Est-ce que c'est reproductible? Ah bah j'en sais rien. On a du mal. Donc un truc important, c'est que quand un papier sort une fois et qu'on a un résultat, c'est un fort indice que quelque chose se passe. Si personne n'arrive à le reproduire, c'est sûr que c'était pas fiable. Et ces études-là, quand on les compte, le droit a été reproduit? Pas tellement en fait. Alors comment on peut le savoir si c'est pas reproductible? Alors, c'était essayé, on n'a pas reproduit les mêmes résultats. Ah, donc ça a été reproduit avec des résultats différents. Quand on dit reproduit, c'est qu'on a réussi à reproduire. Vous n'avez pas pu reproduire son protocole? Ça a été répliqué, mais on n'a pas produit les résultats. Nuance. On refait, mais on reproduit pas les mêmes résultats. Donc c'est pas... Alors seulement qu'il passe des choses, c'est intéressant, mais c'est pas assez solide pour dire qu'il y a quelque chose en effet. Le chercheur avec lequel j'ai eu le plus de contact, c'est Pierre Aubineau. Donc lui, je suis carrément allée dans son laboratoire, il nous a montré tout ça. Quel labo? CNRS Bordeaux. Ok. Je me souviens un peu de l'unité qui a d'ailleurs été dissoute depuis. C'était la physiologie... cette signalisation cellulaire. Donc, calcium. Voilà. Non, justement, lui, il ne travaillait pas sur les ions calcium, il travaillait sur la migraine avec des modèles. Lui, ce qu'il a montré, c'est l'efflux de grosses molécules qu'on appelle, qu'il avait rendu fluorescentes de la, je sais pas quoi, séreuse de bœuf, là, je ne sais plus ce que c'est exactement. Ok. Il avait rendu fluorescent. La SAB, la sérum aluminium. Oui, c'est ça. Et il avait rendu je connais un peu. Bah oui, c'est bien. Il avait rendu fluorescente et il avait vu qu'elle passait dans le parenchyme cérébral sous l'effet. D'accord, ça devient poreux. Lui, par contre, il avait bien mesuré la température. Il a dit que c'est un effet athermique. Très bien. Et il était intéressé, parce qu'en disant, on a beaucoup de mal à casser la barrière hémato-encéphalique pour faire rentrer des médicaments dans le cerveau. On pourrait utiliser ça éventuellement dans des protocoles thérapeutiques. Ça n'a pas eu de suite, malheureusement, parce que lui, il a été empêché de publier. Mais par contre, sa publication, elle est en ligne sur le site. D'accord. Ils l'ont revu, évidemment. Empêché de publier. Ah oui, il l'a envoyé à... Comment s'appelle ce grand truc, là, le plus connu Nature, Science. Non, quand même. Alors, anglais. Truc anglais. Je me souviens plus. Bon. Donc, en tout cas, c'est Bernard Verret qui l'a empêché de publier, mais vraiment. C'est grave. Ah oui, c'est grave. Parce que là, il faudrait que je puisse en contact avec ce monsieur pour en parler. Parce que... Je pourrais vous donner son numéro de téléphone. Ça m'intéresse. Un peu de son mail. Je sais plus lequel que j'ai téléphoné. Alors, le mail. Monsieur Rodino Aubineau. A-U-B-I-N-E-A-U. Là, par exemple, je vois un truc, typiquement là, l'effet des ondes du téléphone provoquerait Alzheimer. Ça date de 2011. On a une épidémie de téléphones portables dans le monde. Ça date de 2006 en fait. Le livre 2 date de juin 2011, mais le livre papier a été donc depuis 2006, à l'époque, vous saviez que le téléphone provoquait Alzheimer. On se basait sur des études faites par Salford, un Suédois, qui a exposé pendant 2 heures des jeunes rats et qui a montré, donc après des coupes, donc il les a sacrifiés, il a coupé leur cerveau en tranches et il a montré des vacuoles qui sont exactement les mêmes vacuoles. Donc ça date des années 90. Les études, oui, c'est ça, début 2000. Si en effet les ondes de téléphone produisent ces effets-là, depuis 96, il s'est passé 20 ans, on devrait voir des effets sanitaires. C'est ça ma question. Des effets sanitaires soit c'est des effets fifrelins et du coup il n'y a pas de conséquences, auquel cas on ne va pas s'inquiéter, soit c'est réel et il y a des effets sanitaires réels et là il faut qu'on s'inquiète. Moi je ne suis pas au courant comme quoi il y aurait une augmentation de ces maladies-là. C'est ça que je voudrais vous montrer hier.
Donc ça, c'est la courbe des naissances. Courbe de naissance. Naissance vivante. INSEE, 2018. Donc là, vous voyez quand même... Pourquoi les gens naissent plus en 92? Qu'est-ce qui se passe? Ah, Pourquoi c'est l'échelle, regarde l'échelle. Ah oui, d'accord, oui. Il y a Ah, eu- il faut pas faire ça, malin. Il faut jamais tronquer l'échelle, parce que du coup. Attendez, on c'est a- pas moi, c'est une courbe de l'INSEE. Bah, ils ont tort. Ils ont largement tort. J'ai pas modifié On la doit pas courbe faire ça de comme ça. l'INSEE. Non, mais ce qu'il voulait dire, c'est. Ce qui est important, c'est de voir ici, là. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui se passe, là, ici? Où sont les barres d'erreur? Enfin, on peut pas là, c'est des vrais Regardez- chiffres. Regardez ici les décès en comparaison. Hein. Donc, il y Bah, a un nombre de- phénomène oui. inverse, un nombre de naissances qui diminue, un nombre Il y a plus de décès dans le Un nombre monde de quand on morts. est 7 milliards que quand on est 1 milliard. Voilà. La population augmentant, le nombre de gens qui meurent est aussi plus grande. Ça, c'est logique. Là, est-ce que la baisse est assez grande? Puisque là, on ne voit que en haut, il manque les 720 000 en bas. Est-ce que la différence, est-ce que c'est pas juste un effet de bord? Là, regardez, on était. Alors, je sais plus. Ce graphe-là- Même Jean-Michel Blanquer a dit il nous manque 25 le ministre de l'Éducation, Oui. il nous manque 25 000 naissances par an en ce moment pour assurer le renouvellement. À quoi sont dus ces manques de naissance? C'est certainement au mode de vie des gens qui se reproduisent moins. Je ne sais pas. Moi, je montre simplement ça. Mais quand vous montrez ça, qu'est-ce que vous voulez dire? Eh ben, ce que je veux dire, c'est qu'il se passe quelque chose. On ne sait pas quoi, mais il se passe quelque chose. Alors, il se passe pas forcément quelque chose, parce que pas forcément Alors, normal. après, Si la attendez, population augmente, le nombre de morts augmente, et là, on ne sait pas si c'est une différence qui est conjoncturelle, si elle est significative, et en plus, l'échelle est totalement écrasée. Donc, un graphe comme ça, il y a une intention, quand on fait un graphe comme ça, de montrer que ça change. Donc, le graphe n'est pas neutre, déjà. On fait jamais ça dans un article. Jamais. Attendez, ça, c'est l'INSEE. Moi, je ne veux pas. Et par l'INSEE, ils ne sont pas Si j'allais jusqu'en irréprochables. bas, on verrait rien, évidemment. Et ben justement, c'est ça le truc. En haut. Bah, si c'est écrasé, c'est qu'on voit rien. Donc, il n'y a rien à voir, donc il n'y a rien à expliquer. Alors, écoutez-moi, s'il vous plaît. L'INSEE donne l'explication pour les décès, les naissances, je n'ai pas regardé, mais pour les décès, l'INSEE donne l'explication que c'est l'arrivée des baby boomers dans la Tout à fait. tranche d'âge, enfin, ce sera la mentalité des papy boomers. Baby boomers devenus papy boomers. Sauf que Pierre Robineau, justement, il est un baby boomer, il est né en 46 et il a aujourd'hui 73 ans. Il a encore envie, donc ça réfute tout. Attendez. Non, il m'a dit je suis encore en vie quand je l'ai appelé dernièrement. Ah oui, c'est la preuve. Il était tout content d'être Mon encore en père, vie. il est encore plus vieux, il est né en 1943, il est encore en vie aussi. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que l'espérance de vie des hommes actuellement est de 79 ans. Donc les baby boomers, ça dure à peu près 10 ans, le baby boom. Donc on a des gens qui ont entre 63 et 73 ans, grosso modo. Donc si c'était cette génération-là, qui est effectivement plus nombreuse, qui décédait, ça voudrait dire en tout cas que les baby boomers ont une espérance de vie moindre que la génération qui les a juste précédés. Puisque cette génération qui les a précédés, elle va jusqu'à 79 ans, en moyenne. Les gens qui sont morts là, c'est des gens qui ont connu la guerre. Ils sont morts avant. Ceux qui meurent là, c'est des gens qui sont nés après la guerre, qui sont morts jeunes. Donc ils sont plus nombreux, arrivés plus vieux, et ils meurent plus à l'âge où ils sont censés mourir. Oui, mais l'âge où ils sont censés mourir est supérieur à l'âge où ils meurent, du coup. Si c'est eux qui expliquent ce pic. Parce qu'ils sont censés mourir à partir de 79 Oui, mais ils ans. sont plus nombreux. Mais ils sont Donc censés ils mourir meurent à plus. 79 ans. Oui, mais ils sont plus nombreux. C'est une moyenne en plus. Bon, écoutez, moi, ce qu'il faudrait là-dessus... Moi, ce c'est graphe-là, effectivement si vous vous basez là-dessus, vous comprenez pas les chiffres en fait. Moi, je suis en train de dire qu'il se passe quelque chose. Et moi, je vous dis Après- que le graphe ne montre pas qu'il passe quelque chose. Ah bah si. Il pourrait se passer rien et qu'on Regardez, par ait exemple, ça. là, on voit la canicule de 2003. Ça, c'est la canicule de 2003. D'accord. Et Donc, du coup, il y a plus de gens qui sont morts cette année-là et moins l'année d'avant, l'année d'après, pardon. parce qu'ils étaient déjà morts. Puisqu'ils étaient déjà morts. vous Oui. voyez. Donc ça, c'est l'effet canicule de 2003. Très bien. Donc là, il y a une explication. On Mais a augmenté entre la ça population. et ça, qu'est-ce qui pourrait expliquer, à part la démographie, qui à mon avis explique tout, qu'est-ce qui pourrait être en cause dans ce différentiel depuis 15 ans? Moi, je ne sais pas. Simplement, ce que je dis, c'est qu'il faudrait vraiment investiguer là-dessus. Non, c'est Et pas avoir fait, selon notamment l'âge des personnes décédées. On l'a. Pour voir. Les données existent. Alors, si vous le trouvez, vous me le donnez. Bah, l'INSEE calcule l'espérance de vie en connaissant l'âge des gens qui sont morts. Hein. Moi, ça m'intéresserait d'avoir pour chaque point là la répartition effectivement des âges, parce qu'en fait, ce qui se passe parallèlement, et ça, je l'ai vu dans des documents du Haut Conseil à la santé publique, un truc qui a disparu depuis, mais à l'époque, quand j'avais regardé ça, j'avais regardé ça dans les années 2000, entre 2003, 2004, 2005. Il y avait en France une surmortalité, ça s'appelle ça la surmortalité prématurée.
prématurée, c'est-à-dire qu'on mourait plus en France avant 65 ans que dans tous les autres pays européens. Alors je ne sais plus si c'est l'Europe des combien, mais bon, à l'exception du Portugal. C'était à cette époque-là, les chiffres étaient donnés. Par exemple, alors je ne me souviens plus exactement, mais je l'ai écrit dans le livre La Fée électricité en conclusion, on mourrait à moins de 65 ans autant de personnes que la population de la ville d'Orléans chaque année, et donc c'était atypique par rapport aux autres pays européens, et surtout c'était entre guillemets nouveau, puisqu'en 1985, la situation était inverse, c'est-à-dire qu'il y avait... Et ça, vous l'attribueriez par exemple aux ondes électromagnétiques? Alors, il y a... Bon, ce qui se passe actuellement, je dirais, c'est que les gens ils dorment beaucoup moins qu'avant, moins longtemps qu'avant. D'accord. Et comme vous le savez certainement, quand on dort... L'exposition aux écrans fait qu'on dort moins bien. Quand on dort, le sommeil est induit naturellement par la mélatonine, qui elle est par contre détruite par les écrans. Je filme juste la... Détruite par les ondes électromagnétiques, donc, et par la simple lumière également. Premièrement, la mélatonine a des effets anticancéreux, prouvés in vitro, in vivo, et également par études cliniques sur l'homme, puisque il a été montré que les personnes atteintes de cancer avaient des taux de mélatonine moindres. Là, c'est une corrélation, ok, d'accord. Bon. Alors, in vitro, c'est une étude très intéressante de Blask, je ne me souviens plus son prénom, je crois que c'est Edouard. Il a mis donc des... c'est dommage parce que là je n'ai pas le livre où j'ai vu ces études, c'est un livre, si on se revoit, vous partez pas tout de suite. Faire demain, donc là, Demain je fais un tour, mais je... Et demain vous ne venez pas ici parce Non. que je pourrais l'apporter le bouquin. Non, et je pars le matin. montrer. Parce que lui, par exemple, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis des cellules de cancer du sein de femme MCF7 dans un sérum physiologique, donc c'est de l'eau et du sel, et en faisant varier le taux de mélatonine. Donc, il a mis premièrement un taux de mélatonine, un taux physiologique de mélatonine. Au bout de 4 jours, il voit les cellules cancéreuses qui régressent. D'accord. Après, il rince. Et il teste différents taux et il s'est aperçu que quand il y en avait trop, c'est comme quand il n'y en avait pas assez, c'est comme quand il n'y en avait pas du tout, ça n'a plus aucun effet. Donc la mélatonine a un effet à dose physiologique. Et cette dose physiologique, on les obtient comment? En ayant une quantité Un sommeil correct. suffisant, mais sommeil, pas n'importe quel sommeil, parce que la quantité de mélatonine descend automatiquement par anticipation avant le lever du jour suivant. Donc il faut dormir aux bonnes heures. Voilà, vous allez dormir tôt principalement. Je me barre parce que moi je dors tard. Mais moi ça je vous l'accorde. Moi ce qui m'intéresse c'est là, depuis 90. Attendez, Vous parlez non mais non parce que j'arrive jamais à avoir des réponses. Vous partez sur plein de trucs. Attendez. Non, mais c'est pas que Ça s'appelle du millefeuille argumentatif et ça m'intéresse moyennement. Non, J'aimerais la réponse elle est complexe parce que le problème est complexe. Donc, La réponse. Je dresse un tableau complet. On est Si d'accord. vous me permettez. On est d'accord pour L'une des dire que pathologies depuis qui 20 tue ans, le plus il n'y a pas aujourd'hui. d'augmentation d'Alzheimer Ouais. liée au téléphone. Je sais pas ce que vous voyez, mais c'est pas d'augmentation d'âge. L'augmentation d'Alzheimer est liée au fait que les gens vivent plus vieux, ce qui est une bonne nouvelle. Écoutez-moi, je vais répondre à votre question, mais après avoir terminé sur cette histoire de cancer. Aujourd'hui, Après, il faut qu'on aille parce que... l'une des pathologies qui tue le plus, notamment avant 65 ans, c'est le cancer. D'accord. On peut donc établir un lien supposé, évidemment, entre la baisse de la mélatonine par le manque de sommeil et... alors, il y a une autre raison pour laquelle la mélatonine baisse, c'est le passage à l'heure d'été. C'est-à-dire qu'on perd 1 heure de mélatonine chaque jour depuis entre le mois d'avril et le mois d'octobre. Parce qu'en fait, à la même heure, il est 1 heure plus tard, enfin plus tard, Oui. et donc vous allez On met quelques jours pour se remettre. Donc, chaque jour, la quantité de mélatonine... non, parce que les gens 1 heure de mélatonine finissent par se coucher à la même heure qu'avant. Donc le décalage... Vous vous couchez à l'heure de votre montre. Si vous couchez à 10h, et à 10h, en fait, il est 11h. Vous couchez tous les jours à 10h. Oui, Si mais... vous couchez toujours à 10h, D'accord. à 10h, il est 11h. Mais Donc, quand vous êtes chez vous et que vous fermez vos volets, vous êtes dans le noir, à un moment donné, vous retrouvez un cycle circadien. Oui, mais la mélatonine, elle commence à diminuer automatiquement. De toute façon, avant de lever le jour suivant à la même heure. Parce que Elle se recale sur les cycles.
Quand on met les gens dans des cavernes, ils ont un cycle de 23 heures. Quand ils sont dehors, on n'est pas isolé. Hein. On est en... photorécepteurs. Et bien justement. Où arrête Justement. qui donne sur la rétine. Donc. Les gens qui tombent à la bonne étoile à l'heure d'hiver, il n'y en a pas beaucoup. Non, mais par contre, vous êtes d'accord avec moi que si vous vous couchez 1 heure plus tard, à partir du moment où la mélatonine elle va commencer à baisser à la même heure, parce que ça c'est un phénomène physiologique, et là, vous perdez 1 heure de mélatonine chaque jour. Donc à la fin de l'été, vous aurez perdu, je sais plus, j'avais calculé, ça fait l'équivalent de 11 nuits blanches. Ouais, mais bon, à mon avis, c'est un calcul qui n'a pas de sens, mais je ne peux pas vous dire pourquoi. Parce que là, j'ai vu trop d'erreurs avant pour vous croire là-dessus. Mais admettons. Non, mais alors, vous pourrez refaire les calculs vous-même. En tout cas, moi, c'est pas un problème de calcul, c'est un problème de est-ce que ça a du sens de comparer des heures cumulées de sommeil en moins. Est-ce que ça a du sens? Non, ce qui est sujet à caution, c'est quand je dis c'est l'équivalent de 11 nuits blanches. C'est ça. D'accord. Voilà. Mais bon, c'est quand même, c'est pour dire, voilà, le nombre d'heures. Ça a sûrement un impact dans la semaine où on change, ça je vous l'accorde absolument. Et le reste. Tout l'été. Ouais, Enfin, je sais pas. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ça a commencé en 75, je crois, cette histoire de l'heure d'été et heure d'hiver. Et puis 10 ans après, on a vu commencer à fleurir les cancers. Ah bon? Et oui. Et donc, comme on estime que 10 ans, c'est à peu près la période jusqu'à laquelle arrive un cancer, je m'interroge. Donc, le changement d'heure serait un facteur aggravant dans la prévalence des cancers. Et ça, mais pas seulement. Et je l'apprends ici. Parce qu'il ne se passe pas que le problème du fait que la mélatonine est anticancéreuse. Quand on dort moins, ce qui se passe, c'est qu'il y a tous les processus de réparation cellulaire. Le système immunitaire est moins efficace. Mais est-ce que pendant toute la séquence où on est en heure d'été, est-ce que les gens dorment moins bien vraiment à cause de ce décalage-là? C'est pas qu'ils dorment moins bien, c'est qu'ils ont moins de mélatonine dans leur sommeil. Parce qu'ils se couchent 1 heure plus tard. Il y a en plus, en France, est-ce qu'il y a des données qui montrent que dans les pays où on passe à l'heure d'hiver, les gens ont moins de mélatonine que dans les autres pays? Ça pourrait être un élément qui dirait, ok, est-ce qu'on a ça? Alors, je pense pas. Eh ben alors faites-le, trouvez-le, fouillez-le, demandez-le, parce que ça pourrait être... Tiens, vous devriez faire des études comme ci, comme ça. C'est vrai que du coup, il devrait y avoir des... Est-ce que tous les pays sont passés à l'heure d'été, à l'heure d'hiver, à ce changement-là en même temps? Parce que si c'est pas le cas, ça veut dire que suivant les pays, on devrait observer une différence au niveau des cancers. Oui, mais en France, on a 2 heures d'écart, puisqu'on avait déjà 1 heure d'avance. On a gardé depuis l'heure allemande. Vous vous souvenez de cette histoire? Non, mais c'est vrai qu'on est décalé. Alors, on est décalé parce qu'en fait, quand la France était sous domination allemande, elle est déjà passée à l'heure allemande. D'accord. Donc, alors, par contre, vous voyez ce qu'on voit, c'est beaucoup de cancers en Bretagne. En Bretagne, ils subissent encore plus ce décalage. Ils sont plus à l'ouest. D'accord. Mais donc voilà. ça, vous le savez, qu'il y a plus de cancers en Bretagne à cause du sommeil. Non, c'est à cause du sommeil. Quand quelqu'un qui vous écoute et qui n'a pas la prudence que moi j'ai, va dire, elle vient de nous dire que à cause de la mélatonine, on a le cancer. Ah oui, ça je le dis. Ça, vous Bon, alors, dire donc que ça, je l'ai dit. donc vous, Pas à cause de la mélatonine, à cause de la comment force, vous le savez? À cause du déficit en mélatonine. Comment vous le savez? Parce que l'intégralité de la preuve scientifique existe. Notamment... Comment savez que moi je le sais pas? Non, et que personne ne le sait, et que personne dit, écoutez, vu qu'il y a des cancers, on va arrêter ce décalage de l'heure d'été. Parce que quand il y a un débat sur l'heure d'hiver et l'heure d'été, jamais personne ne vient dire qu'il y a un problème avec la mélatonine. Je l'ai jamais entendu. Oui, c'est vrai. Mais vous Bizarre. savez, j'ai envoyé mes publications à... Donc ça n'a pas dû convaincre les gens qui Je sais pas s'ils les ont écoutés, je sais pas si... J'ai envoyé... Parce que sincèrement, si c'est vrai, on est tous concernés. Hein. À Christophe Watt, le directeur du CIRC, bien sûr qu'on est tous directeur du le CIRC, cirque, ouais. pour lui faire une observation par rapport... Le cirque, en général, ils ne se font pas prier pour dire qu'un truc est cancérigène. Il m'a dit qu'il était content de la façon de fonctionner. J'avais fait une critique sur un des chercheurs qui était dans le groupe d'études sur justement les champs de radiofréquence. Donc c'était René de 16 en disant qu'il avait des liens d'intérêt et qu'il n'avait pas déclaré les mêmes D'accord, dans c'est autre un chose. groupe et Okay. dans l'autre. Et il m'a dit on a des bonnes... Est-ce qu'il y aurait des liens d'intérêt? Est-ce qu'on peut soupçonner qu'il y ait des gens soient corrompus pour nous forcer à passer à l'heure d'hiver? Autant il y a des trucs que je peux comprendre. Passer à l'heure d'hiver ou passer à l'heure d'été? Je sais pas, j'ai du mal avec les deux concepts. C'est lequel qui pose problème? C'est l'heure d'été? L'intérêt... Le décalage négatif, c'est en été? Oui, bien sûr. Donc, L'intérêt qui aurait intérêt? L'intérêt que la raison pour laquelle il est passé à l'heure d'été, Économie d'énergie. c'était pour éviter, je crois, la pollution du soir, parce que les voitures étaient... C'était pas surtout ce que les gens allument leur lumière le matin ou pas. C'est tout ça. Et l'économie revient à la consommation d'une ville comme Orléans. C'est marrant, on revient à cette échelle-là. En fait, c'est Orléans qui est un peu le centre. J'ai fait ma thèse là-bas. Hein. Comme par hasard. C'est fou, hein. Mais
J'ai bien compris ce que vous voulez dire. Et si c'est vrai, c'est grave, c'est important. Et je vois pas de gens qui pourtant devraient être convaincus, ils le sont pas. Mais je reviens à ça. Depuis 20 ans quand même. Les jeunes et les portables Alzheimer à 35 ans, les jeunes de l'époque, ils ont plus que de 35 ans maintenant. C'est là où ça Où devient sont les très maladies? intéressant. Ah bon, bah il est temps alors. Et c'est là où on a des observations faites par... Alors je vous invite à aller voir parce que j'ai trouvé ça, donc ça fait récemment, après même avoir écrit le livre J'aide les enfants à décrocher les écrans. Parce qu'en fait ils publiaient des tribunes dans le monde, mais il n'y avait pas les auteurs donc, qui étaient visibles, donc j'ai pas pu les contacter, sauf quand j'ai vraiment. Donc, allez voir les avis et alertes des professionnels de la santé de l'enfant. C'est pas Alzheimer qu'on voit chez les enfants d'aujourd'hui, mais ça y ressemble, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à... Bon, je vous donne un exemple qu'elle donne, donc c'est le docteur Annelise Ducanda. Moi je m'intéresse à du Candoc. Je m'intéresse aux enfants d'il y a 20 ans, Attendez, mais laissez-moi vous expliquer. Vous me dites, qui maintenant ont plus que 35 ans. je vais y arriver, d'accord? Excusez-moi de prendre un peu des... Ah oui, mais ça prend beaucoup de temps. Les enfants d'aujourd'hui qui sont exposés aux tablettes n'arrivent plus à apprendre à parler. Elle explique, par exemple, comprendre les questions simples comme... Est-ce que Madame Ducanda fait autorité et a publié Attendez, des travaux? Parce qu'elle écrit des bouquins, elle fait des conférences. Madame Ducanda, je ne l'ai pas vue convaincre beaucoup de monde. S'il vous plaît. Et ben déjà, elle a convaincu au moins 3000 professionnels qui font le même métier qu'elle de signer une charte qu'elle a proposée avec son collectif. Donc c'est déjà les gens qui sont sur le terrain, contactent les enfants, ils voient tous la même chose, c'est-à-dire entre 2 et 4 enfants par classe qui n'arrivent plus à... qui relèvent de la MDPH, c'est-à-dire qui ont besoin d'une AVS. Relève de la MDPH, c'est-à-dire qu'ils sont handicapés, Oui, hein, on est d'accord. Et donc l'explication qu'elle donne, enfin pas l'explication, mais l'illustration qu'elle donne, parce que ça permet de bien comprendre. C'est un enfant de 4 ans à qui elle demande, elle montre un dessin de petit garçon avec les pieds nus, avec une paire de chaussures à côté. Elle demande à l'enfant de lui dire à qui sont les chaussures. Et l'enfant de 4 ans répond bleu. Pourquoi? Parce qu'il a appris les couleurs avec la tablette, mais il n'a pas eu assez d'interaction avec ses parents pour comprendre les questions qu'on lui pose. J'ai vu hier le livre TV Lobotomique, qui est très bien. En effet, la télé ou les tablettes ne remplacent pas une interaction avec les adultes. Ça, je suis totalement d'accord. Quel rapport avec les ondes? Il y a TV, alors le rapport, il y a TV Lobotomie, Oui, effectivement. il ne dit pas un mot sur les ondes. Hein. Il dit c'est dangereux de ne pas interagir avec les enfants. Il a totalement raison, je le rejoins. Il dit même pas ça, il dit... Il dit ça rend con et on perd du vocabulaire. Toutes les études, Oui, j'ai lu. à chaque fois il a vu des effets. Alors, Est-ce qu'il parle des ondes? pas du tout. On est d'accord. Et d'ailleurs, quand je l'ai fait, il m'a dit les ondes, c'est pas mon sujet. Voilà, il a bien raison. Mais c'est le mien, excusez-moi. Oui, Et mais alors, lui, il est convaincant. Quand les écrans deviennent neurotoxiques, donc elle, c'est Sabine Duflo qui fait partie aussi Je connais pas du ça. collectif D'accord. d'Annelise Ducanda, hein, avec des médecins. Donc elle est psychologue clinicienne. Et donc, elles ont fait les mêmes observations. Et donc, ces observations, c'est qu'il y a entre 2 et 4 enfants par classe qui sont complètement incapables d'intégrer l'école, puisqu'ils ne peuvent pas comprendre et exécuter une consigne simple telle que mets ton manteau, enlève tes chaussures, et donc ils ne peuvent pas suivre une classe. À quoi on impute ça? Alors justement, eux ils ont fait l'expérience à force. Si vous voulez, en psychologie, vous recevez les parents, et donc ce qu'elles font, c'est qu'elles demandent aux parents, racontez-moi la journée. Et donc elles se sont aperçues que beaucoup de ces enfants-là étaient sur l'écran du matin D'accord. au soir. Alors, je fais une parenthèse quand même. Attendez, excusez-moi. Vraiment, moi, je suis d'accord avec vous, les écrans sont dangereux. Attendez. Les ondes, Excusez-moi. vous nous parlez des ondes et là, vous mélangez les deux registres, c'est pas possible. Je suis d'accord avec vous, les téléphones émettent des ondes. Ok, je suis d'accord avec vous, les tablettes sont dangereuses sur les enfants parce que les enfants doivent interagir. D'accord. Les ondes sur les enfants. J'y arrive, s'il vous plaît. Allons-y. C'est par l'effet sur l'acétylcholine, justement. Hein. Donc, ce qu'ils ont fait, ces psychologues, ces médecins, c'est de conseiller aux parents de remplacer les écrans par les interactions. Parce que vous-même, vous avez quand vous étiez petit et moi aussi, parce qu'on n'avait pas d'écran. C'est vrai? Et qu'est-ce J'ai qu'ils passé voient? beaucoup de temps dans la télé, hein. Qu'est-ce qu'ils voient? Ça explique peut-être beaucoup de choses. Je suis un peu con. Hein. Ça veut devenir geek, surtout. Ça se voit? Et donc, quand les enfants
arrêtent d'être tout le temps sur écran, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, leur développement reprend de façon parfois spectaculaire. Et en tout cas, c'est rapide, et d'autant plus rapide qu'ils sont jeunes, quoi. Donc, eux, ils ont fait le lien de cause à effet par l'expérimentation de terrain, en fait. D'accord. Et le lien de cause à effet, c'est le lien, Et c'est l'interaction avec la maman ou le papa. Le fait que quand je dis un mot, c'est rien à voir avec les ondes. Voilà, donc eux non plus, ils sont pas sur les ondes, parce qu'eux aussi, ils connaissent rien. Et du coup, ils convainquent tout le monde parce que leurs études sont solides. Ah, Et, alors vous disiez qu'elles ne convainquaient pas grand monde. Donc déjà, vous avez avancé dans votre... Non, mais appréciation ils convainquent de- personne avec les ondes. Ils Non, convainquent mais tout le vous monde avez avec dit- les interactions. Vous avez dit qu'ils convainquaient tout le monde, alors que tout à l'heure, vous avez dit que Anne Duconda n'avait pas convaincu. Quand Madame Duconda parle des ondes, elle convainc personne. Eh Quand bien, elle parle des interactions, elle a elle raison. parle pas pratiquement pas des ondes. Eh ben, alors, peut-être que du coup, il faudrait peut-être pas parler d'elle là. Parlez-moi de tout ce qui parle des ondes. Non, mais écoutez, ce qui est intéressant, c'est que par des voies différentes, nous arrivons aux mêmes conclusions. Pas sur les ondes. Alors, non, les conclusions, c'est que les écrans sont nocifs. Comment est-ce que les ondes rendent les enfants idiots? Parce qu'en fait, c'est ça. Je suis un peu méchante en disant ça. Disons ça, mettons. Les enfants, on observe qu'il y a une baisse du niveau scolaire. D'accord? C'est pas nouveau, hein, ça fait quand même au moins une vingtaine d'années qu'on observe cette baisse du niveau scolaire. Alors, c'est discutable parce que qu'est-ce qu'on mesure? Quelles compétences on mesure? Les enfants d'aujourd'hui ont des compétences différentes des On enfants est d'il y a même 40 ans. obligé de changer les programmes. Et ça, j'ai fait un article là-dessus que je vous enverrai parce qu'il est pas encore publié. Est-ce que c'est grave? C'est très grave parce que vous avez des enfants qui arrivent à faire son orthographe, etc. Est-ce que l'orthographe est importante? Et bien, si vous voulez écrire un truc sans l'orthographe, à quoi elle sert l'orthographe? Elle sert à être intelligible et compris par tout le monde. Oui, mais ça sert aussi de marqueur social. Ça sert surtout pour être clair et compris. Non, l'orthographe française, Si tout le monde a les mêmes règles. l'orthographe française organise à dessein une complexité et une déconnexion entre le son qu'on produit et la graphie, et c'était volontaire, c'était pour distinguer les imbéciles et les femmes des hommes savants à l'époque. Donc l'orthographe n'est pas un argument. Et il se trouve que depuis 100 ans, on avait tellement augmenté le niveau de la population générale grâce à l'école que tout le monde était capable de lire les journaux, etc. Et de comprendre et de réfléchir. En fait, ça sert le langage. Je suis pas sûr que les enfants maintenant réfléchissent. Mais bon, admettons. Eh ben, vous parlez souvent avec des jeunes. Moi, je parle beaucoup avec des jeunes parce que je me déplace pas mal par les transports. Et donc, c'est des en commun. Je dis pas que c'est des cons, mais non, j'ai pas dit ça. Mais quand vous arrivez à en trouver un qui a quelque chose d'intéressant à dire, c'est quand même rare. Et si vous écoutez C'est leur vrai pour les conversation- adultes. Regardez autour de vous. Pas là, mais partout. Hein. Les gens qui disent des trucs intéressants, on en cherche. Hein. Alors, en tout cas, parlons du niveau scolaire, parce que je ne veux pas donner Je l'air ne suis de pas d'accord pour dire que le stigmatiser. niveau scolaire est un élément pertinent pour mesurer l'effet des ondes. Je suis désolé. Il y a trop de facteurs autour, sociaux, historiques, qui pourraient avoir un impact. Je veux un lien de causalité ou au moins une corrélation importante entre l'exposition aux ondes qu'on aurait isolé sur un paramètre de la santé ou des Alors, compétences. pour moi, mon hypothèse, puisque évidemment, il n'y a pas d'études spécifiques là-dessus, que en tout cas, j'ai pas cherché et j'en ai donc pas trouvé, et je ne sais pas s'il y en a, ça passe par l'acétylcholine. L'acétylcholine, pour que ce neurotransmetteur, donc, qui est le neurotransmetteur de l'attention, de la vigilance, du potentiel d'action, du mouvement et donc de la mémorisation, il est sécrété, ce neurotransmetteur. C'est un neurotransmetteur qu'on connaît très bien, parce qu'il a été découvert en 1907, donc On connaît tous les récepteurs cholinergiques. énormément d'expérience dessus, et on a pu voir que donc les neurones qui sont les cellules donc, du cerveau, il y en a un qui va sécréter l'acétylcholine pour qu'il soit libéré, Sérotonine? l'acétylcholine, D'accord. et pour qu'il soit libéré, il faut que les ions calcium entrent. Enfin, Avant qu'il soit libéré dans l'espace entre les neurones pour aller dans un autre neurone. c'est des synapses et le calcium est important dans Voilà, ça la... marche. Il faut que les ions calcium rentrent pour que l'acétylcholine qui a été produite par un neurone soit libérée dans la synapse. D'accord. Et donc, sous l'effet des ondes, vous avez comment dirais-je? Sous l'effet des Les ions ondes, calcium à quelle qui sortent, fréquence, qui ne rentrent pas. avec quelle fréquence, avec quelle puissance, et mesurer dans quel système. Je ne suis pas d'accord pour dire qu'on a montré que le téléphone ou la tablette diminuait les flux de calcium dans la tête des gens. Aucune preuve. Alors, en tout cas, ce qui a été montré par Rossadeh, c'est que ça a un impact. Qui en fait est toujours le même, c'est la sortie des ions calcium. La chaleur, qui est les infrarouges, provoque aussi la sortie des ions calcium. Etc. Donc toutes les ondes ont le même effet. Donc on ne peut pas dire que d'être exposé aux ondes n'aura pas cet effet, puisque toutes les ondes ont le même effet. Je suis pas d'accord. Et dans l'état Parce naturel de la qu'il y a planète, des longueurs d'onde. dans l'état naturel de la planète, Quand les rayons gamma
tape une cellule, ça n'a pas le même effet que quand c'est Je parle des rayons lumière rouge. ionisants, je ne parle pas des rayons gamma, je parle des rayons non ionisants. Les rayons ionisants, c'est pareil, tous n'interagissent pas. La lumière qui me fait bronzer ou qui me fait prendre un coup de soleil Elle fait sortir les ions calcium. n'interagit pas comme les infrarouges qui vont juste me chauffer. Elle fait sortir les ions calcium aussi. Eh ben, ça dépend des doses. Ça dépend des niveaux d'énergie. À ma connaissance, il n'y a pas d'onde qui fait rentrer les ions calcium. Il n'y a pas de fréquence qui fait rentrer les ions D'accord, et calcium. puis, mais des fois, elles font rien. D'accord, ok. Enfin, vu qu'on est dans un bain où il y a tellement de fréquences différentes, Amorti par l'air, beaucoup quand même. c'est pas amorti par l'air dans la mesure où c'est des ondes pulsées. Donc un téléphone portable, comme j'ai dit hier, peut communiquer avec une antenne qui est éloignée de Oui, 50 oui. km s'il n'y a pas d'obstacle, c'est-à-dire qui serait supérieure à la longueur de l'onde qui bloquerait cette onde. Il n'y a pas, évidemment, dans les Et basses donc, fréquences. comment ça se fait, si c'est vrai, et que ça les impacte depuis 1996, ça fait 23 ans au moins qu'on le sait, où sont les données sanitaires? Il y a une chose que je regrette, c'est qu'on ait arrêté le service militaire. Parce que, au moment du service militaire, il y avait 3 c'est jours revenu, de tests on a les SNU. il y avait 3 jours de tests psychotechniques. Et j'ai vu, je vous assure, j'ai eu accès à un moment donné, malheureusement, on ne peut pas le garder, aux résultats de ces tests. C'était d'une précision et c'était vraiment très très bien fait. D'accord. Et donc, si on avait continué ça, là, on aurait eu vraiment cette étude longitudinale D'accord. qui nous manque. Et Donc en fait, c'est vraiment ça. vous basez sur des données que vous n'avez pas. Ben, je me base sur les observations que font les professeurs. Quand un professeur vous dit les élèves sont devenus inintéressants, il y en C'est a vrai. un ou deux par classe qui est Alors, il y a intéressant. quelqu'un qui disait, les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus qu'un respect, savent plus apprendre, ils sont trop des nuls. Socrate, 2500 ans. Avant aujourd'hui. En fait, de tout temps, en fait, les gens Non, moi je pensaient vous que parle les d'un générations... professeur qui est déçu par les élèves. Socrate aussi, il était déçu par les élèves. Socrate, c'était quand même quelqu'un de bien. Ben, il était peut-être aussi dans une phase descendante de sa civilisation. Imaginez alors le QI qu'il devait avoir à l'époque. L'explication la plus probable, c'est que les profs, en vieillissant, leur caractère change et leur relation aux élèves change. Les élèves ont des codes différents des siens, et du coup ils se sentent vieux et du coup il est moins content. C'est beaucoup plus probable que ce soit ça qui explique pourquoi les gens ont des jugements. Et quand on regarde l'effet Flynn que vous connaissez, FLY2N, le QI moyen des Non, gens je ne connais pas ça. augmente de 4 points de QI tous les 20 ans. Là, il est en phase de stagnation, voire de baisse. Auquel cas, peut-être que vous avez raison. Mais en tout cas, on ne peut pas dire que ça fait des générations que ça baisse, ça augmente. Pas vite, mais ça augmente un petit peu. Donc la lecture, etc., ça se passe mieux maintenant qu'avant. En gros. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'entre là, parce qu'en plus vous le vendez encore, donc si vous y croyez encore, un truc qui date 2011 et 96, où sont les effets qu'on devrait voir? Ça prédit des effets. Est-ce qu'on les voit? Il y a un autre critère de quantité d'acétylcholine qu'on a dans le corps. Et vous me parlez de ça, moi je veux des Moi, je vous parle comme de données. l'acétylcholine Ah parce oui, que mais moi- c'est très théorique. Ça pourrait être vrai, mais c'est comme Non, le écoutez-moi, principe de la s'il vous dandeur plaît. de Fontenelle. Avant de vouloir expliquer un phénomène, on doit voir s'il existe. Est-ce que le Père Noël glisse plus vite avec du beurre dans la cheminée ou Je pas? prends un autre exemple. Non, excusez-moi, j'ai pas écouté ce que vous avez dit parce que je voulais. Là, vous m'écoutez pas. Je voudrais vous prendre cette Vous êtes exemple. très fermé, madame. Vous savez, l'acétylcholine, c'est quelque chose de très important puisque dans la maladie d'Alzheimer, on constate post-mortem parce qu'on ne peut pas, en tout cas la dernière fois que j'ai regardé des vidéos, on ne savait pas doser l'acétylcholine dans un cerveau vivant. Post-mortem, on constate un déficit de l'acétylcholine chez les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer. Ils ont beaucoup de déficits. Qui sont décédés là. Il y a beaucoup de trucs qui marchent plus, donc forcément, ça les impacte. Bon, voilà. Mais je suis d'accord. Soit. Si Et vous alors? allez avec des personnes qui sont dans cette maladie-là, vous voyez un autre caractéristique, qu'elles ont des mouvements lents. L'acétylcholine, c'est aussi le neurotransmetteur du mouvement. Donc il y a un lien en fait, je vous dis, entre la lenteur de l'esprit et la lenteur des mouvements. Et si vous regardez les jeunes aujourd'hui, leur manière de se déplacer, ils se déplacent lentement. Ah oui. Et il n'y a aucun record du monde de course à pied ou de vélo qui est battu maintenant. Voilà. On n'en a plus d'ailleurs. Évidemment, après, nous. vous avez des sportifs qui ont un niveau d'acétylcholine. Et eux ne sont pas exposés aux ondes. important. En général, je vais prendre un exemple. Je connais une jeune fille qui effectivement est très peu, enfin moins exposée que les autres, et qui réussit. D'accord. Donc vous donnez une anecdote. Oui. D'accord que Une je peux en anecdote. trouver mille autres. Je peux Hein. vous donner une autre anecdote. Mais je veux pas, mon je veux pas. neveu, quand il était en 5e, il y avait 4 classes de 5e dans son collège, et tous les premiers de la classe, ils n'avaient pas de portable. C'est une anecdote. D'accord. Voilà. Alors, intéressant. Pas de portable. De quel milieu sont-ils? C'est le même milieu ici. Non, non, c'est pas vrai. Il y a toujours des différences.
qu'est-ce que leurs parents leur font faire à la maison? Est-ce qu'ils ont une activité sportive hors de l'école? En général, c'est corrélé. Les parents qui suppriment les téléphones pour X raisons, souvent ils font d'autres choses à côté. Et c'est ce qui est à côté qui explique. Ça s'appelle le contexte. C'est là qu'il faut que vous voyez la vidéo d'Annie Uganda, parce qu'elle explique qu'elle voit maintenant des enfants qui n'arrivent pas à apprendre dans tous les milieux. Oui. Donc, il y a Madame aucune Uganda ne explication. publie pas de revue où on démontre ce qu'elle observe et on montrerait à quoi ça pourrait être dû. Mais d'abord, il faudrait montrer qu'on a une différence. Dans votre combat contre les tablettes, ce sera un combat qui serait, moi je pourrais même le partager, si vous vous arrêtiez à des choses qui sont clairement établies. À savoir que les tablettes, si les tablettes remplacent une interaction, alors elles sont dangereuses. Et là, je suis d'accord avec vous. Mais si vous dites qu'elles sont dangereuses à cause potentiellement de l'acétylcholine qui serait impactée par les ondes, là je ne vous suis pas parce que peut-être c'est faux, et si c'est vrai, ça doit se prouver. Vous comprenez la nuance que j'ai? Donc moi je vous remercie de votre objection, puisque c'est exactement là où j'en suis actuellement. D'accord. Puisque là je vous ai énoncé un fait, maintenant je vais aller chercher les études pour l'établir, dans la mesure où, mais c'est vrai que j'ai pas énormément de temps en ce moment pour faire justement ces investigations, malheureusement, sinon c'est pas déjà fait. Voilà. Donc, Et vous comprenez que moi je suis pas là pour vous dire que vous êtes nuls et que c'est pas vrai et que c'est faux. Mais si c'est vrai, c'est tellement important qu'il faut des travaux solides. Et les chercheurs sont des gens qui sont exposés aux ondes aussi, leurs familles sont exposées aux ondes, il n'y a personne qui a intérêt à cacher un danger qui existerait. Il y en a quelques-uns, mais en gros, il y a trop de chercheurs pour que ça puisse être caché en fait. mais vous savez, sur les ondes, beaucoup de gens en fait disent oui je sais. Mais je suis combien d'accord, ont vu les émissions réelles? Qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'il se passe quelque chose qu'on ne voit pas. C'est vrai, à partir mais- de ce moment-là, on peut imaginer, on est exposé nuit et jour, et Oui. le phénomène, on a parlé de la sortie des ions calcium, mais il faut, dans l'état naturel de la planète, toute sortie d'ions calcium est suivie par une entrée d'ions calcium. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Là, je vois que vous avez déjà... Mais parce que Attendez, j'ai pas fini. vous revenez toujours à ça Je et n'ai ça n'est pas prouvé. Je n'ai pas fini. Ils ont tout à fait prouvé. Ce n'est pas prouvé dans l'organisme parce que la plupart des ondes sont la preuve. Quand le soleil me fait bronzer, il ne fait pas bronzer ma langue. Hein. Il traverse pas, il s'arrête sur l'épiderme. Parce que la longueur d'onde est telle Et ben c'est pareil pour les que autres. la peau l'arrête. Bah oui. Alors que les autres ondes, la peau ne l'arrête pas. C'est physicien. Ne les arrête pas. Et elle donc nous transperce, nous traverse, si vous préférez. Donc, dans Et l'état si elle nous naturel, traverse, s'il vous plaît, c'est parce laissez-moi- qu'elles n'interagissent pas, donc il n'y a pas d'effet. Laissez-moi vous dire que dans l'état actuel de la planète, nous avons une alternance jour-nuit, une alternance chaud-froid, parce que même la température corporelle descend légèrement la nuit. On dort. Normalement, de nuit, les ions calcium rentrent dans les cellules, puisqu'on c'est dans l'absence d'ondes électromagnétiques. Alors moi je Donc, veux les la nuits, publication les ions calcium qui me montre que le calcium rentre la nuit. Parce qu'à ma connaissance, ça n'a aucun sens. Ah, bah, écoutez, alors Parce là, que les cycles de rentrée dans les neurones, on a besoin que ça rentre vraiment. Donc on a des transporteurs actifs toutes les secondes. Il faut rentrer le calcium pour que les neurones puissent les remettre des neurotransmetteurs. Mais ça n'a pas de sens. non, ce qui fait rentrer les ions calcium dans la journée, c'est l'absorption de sodium et de glucose. Donc, l'alimentation. La nicotine aussi provoque l'entrée des ions calcium. L'éthanol de l'alcool bloque. J'espère que vous allez repartir avec ça. Je ne vous le donne pas, malheureusement. Je vous le vends. Ben, si vous ne le donnez pas, je ne vous l'achète pas. D'accord, c'est comme vous voulez. Mais bon, il faut bien que je vive, je suis comme vous. Hein. Donc, toute sortie d'ion calcium doit être dépensée et au moment de la mort, tous les ions calcium sortent des cellules. Voilà. Donc c'est pour ça que quand on est exposé à des ondes qui provoquent la sortie permanente d'ion calcium, on se Qu'est-ce que rapproche c'est de la mort. censé vouloir... D'accord. Ah non, c'est ça, d'accord. Donc dès que les ions calcium sortent, on s'approche de la mort. Donc il faut arrêter les neurotransmetteurs. Dès que vous transmettez un signal nerveux, les calciums rentrent. Il faut avoir un cycle qui permet de nouveau... Donnez-moi la référence qui me dit que la nuit, les ions calcium rentrent dans les cellules. Comment dirais-je? Par exemple, alors, si je vous le dis, c'est que je l'ai lu. Alors, je ne sais plus laquelle c'est, par contre. Mais honnêtement, là, je ne pourrais pas vous le dire comme ça. Je crois qu'il y a plus de 300 références. Bah, une suffira. Hein. Ben oui, non mais attendez. Je ne sais plus, hein. Je ne sais plus laquelle c'est. Ah, vous êtes un peu dur avec moi. Je suis désolé. Il y a plein de trucs que vous dites que peut-être c'est faux et je me rends pas compte. Et ça dit quand même, là je me dis là, ça va pas être vrai. Vous voulez pas lire le truc, pas. Mais j'ai lu la littérature scientifique directement en fait. Ben oui, mais. Et je la connais un À peu. partir du moment où vous voulez pas lire ces littératures-là, qui sont dans la bibliographie, Oui, mais peut-être que je les ai lues ceux-là. eh ben alors,
ne pense pas. Ah bon. Enfin, écoutez, il y a 300 références, je crois, dans le document. Donc vous pensez toujours que je suis un faux scientifique, comme avant-hier? Ça va mieux? Non, j'ai dit que c'était de la fausse science quand on refuse les mesures. Là, vous êtes venu voir les mesures, enfin les détections. Non, mais l'autre jour, c'était juste une histoire de contexte, c'était pas le lieu, en fait, je pense. Je viens parler des biais cognitifs, vous me parlez des ondes et vous voulez mesurer les choses. Et apparemment, les gens n'étaient pas intéressés. S'ils avaient répondu oui, je vais vous en laisser faire. Je pense que vous êtes un sacré manipulateur. Ah bah c'est gentil. Enfin, très professionnel dans la manipulation, parce qu'arriver à voir... Vous avez d'abord refusé, et Non, après, tout le monde a refusé. moi je suis venu pour parler d'un sujet que je connais un petit peu. Vous êtes un petit peu imposé en voulant faire ça. Non, c'était la fin, c'était... Non, il y avait des questions. C'était la fin, il y avait des questions qui étaient... Si moi je m'étais levé pour dire moi je veux parler des biais parce que ça m'intéresse. Les gens sont pas là pour ça, ils s'en foutent, donc j'ai pas fait. Vous comprenez? Ben oui, mais parce que les biais... Alors, les biais, ça dépend aussi des croyances. Donc, ce que je voulais juste démontrer, c'est qu'on a des croyances que, pour l'instant, rien n'est prouvé. Mais aussi, si on voyait... Je veux dire, si, par exemple, moi, je n'ai pas de téléphone portable. Pourquoi? Parce que je suis équipée de cet instrument depuis donc, au moins 14 ans, 15 ans. Et si tout le monde avait vu au même temps que moi ce que j'ai vu, il y aurait peut-être plus de gens qui n'auraient pas de portable, vous voyez, parce que... Et il y aurait peut-être pas moins de cancer. Ah ben alors ça, alors si vous lisez bien les études de Michel Demirget, Oui. il y en a une. C'est vrai qu'il y a un impact sur la santé, mais c'est un impact social encore. Elle n'est pas dans son bouquin, celle-là, puisqu'elle est parue après. C'est une étude que je cite aussi. Le fait de regarder la télévision diminue l'espérance de vie de 21 minutes. D'accord. Chaque heure passée devant la télévision diminue l'espérance de vie. C'est un peu fort, mais admettons. Et quelle est... D'accord, mais c'est une étude. J'aimerais bien qu'il y ait un consensus dessus. Que c'est un impact négatif, je l'accorde. La quantification me paraît douteuse. Mais surtout, quelle est la chaîne causale? Et donc, moi, c'est ça. Est-ce que selon vous, c'est des gens qui vous disent on meurt, on vit moins longtemps à cause de la télé, à cause des ondes de la télé, ou est-ce que c'est à cause du fait que on n'est plus casanier, on bouge pas, on fait moins de sport et on a moins d'interaction sociale? Selon vous. Ce qui va réduire la vie, c'est d'avoir trop de sorties d'ion calcium par rapport aux entrées. Donc vous êtes monocausal, c'est que le calcium qui est en cause. À mon avis, c'est un petit peu... non, mais pourquoi je dis ça? Parce que de toute façon... Le monde est plus compliqué que ça, vous savez. Quand vous bougez, aussi, vous avez l'acétylcholine qui est sécrétée, etc. Puisque vous parlez que de calcium, il faut qu'il y ait un bouquin sur le calcium et vous devriez avoir la réponse à ma question sur le cycle journaliste. Vous parlez que de ça, vous n'avez pas la réponse sur le cycle journaliste, ça me paraît bizarre. Qu'est-ce que j'ai pas comme réponse? Vous dites la nuit, le calcium rentre dans les cellules. Oui. Vous ne parlez que du calcium à longueur de temps et vous n'avez pas la réponse ou la publication qui me montre que c'est vrai. La seule publication qui dit il y en a qu'une en plus? Non, mais je veux dire... Non, ok. Ça manque quand même, puisque vous parlez que de ça. À chaque fois, ça revient tout au calcium. Donc il faut être béton là-dessus. Ça revient au calcium parce que si on comprend bien les mécanismes sur les ions calcium, on peut expliquer énormément de si vous comprenez bien, donnez-moi la référence qui me dit que la nuit, ça rentre dans la cellule. D'accord. C'est basique. Je vous la dirai, je vais la rechercher, je vais vous la donner. Ok. Parce que moi, j'ai des doutes. Si ça existe, c'est intéressant. Ça prouve rien, mais au moins, c'est intéressant. Bon, on va vous laisser. D'accord. Très bien. Alors voilà, je propose un petit débrief de ce qu'on vient de voir ensemble. Cette conversation que vous avez vue a eu lieu dans un contexte particulier, et c'est le contexte qui conditionne ce qu'on peut attendre et espérer d'une conversation. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'était un lieu public, bruyant, pas forcément extrêmement calme. On a été interrompu plusieurs fois. Mon interlocutrice tenait absolument à faire de longues démonstrations techniques sur ce que les ondes font, ce qu'on entend, etc. Bon, il y avait la caméra à gérer. Personnellement, je n'avais pas prévu de venir discuter de ce sujet-là en me rendant à Font-Romeu, donc j'ai eu aucune préparation et j'ignorais le contenu de la posture de la personne avec qui je discutais. Donc il y a beaucoup de facteurs comme ça qui expliquent que les conditions étaient loin d'être optimales pour que la conversation se passe dans les meilleures conditions. Et à cause de cela en partie, j'estime que ma prestation est assez moyenne. D'ailleurs, ma diction était particulièrement atroce, et je m'en excuse. Hein. Alors, écoutez, passons en revue mes différentes erreurs. Alors, j'utilise un ton dans cette conversation qui peut sembler un peu agressif, qui peut sembler. Je le regrette parce qu'en fait, je ne m'étais pas rendu compte de ça. J'en prends conscience en réécoutant
mes phrases en faisant le montage de cette vidéo. Et en fait, dans la vraie vie, j'ai un visage, je souris, en général je suis de bonne composition. J'ai pu pendant ce salon échanger de manière très courtoise avec différentes personnes, ça s'est très bien passé. Mais là, je crois que ça passe peut-être mal à l'image, parce que je ne suis pas à l'image. On ne voit pas qu'en fait je désamorce, on ne voit pas non plus que la personne avec qui je parle rit et sourit. Et donc le mode caméra cachée et le mode comme ça, questionnement, peut passer par quelque chose d'assez agressif. Et ce qui m'intéresse, c'est comment la vidéo est reçue. Et la vidéo peut être reçue de manière assez négative à cause de cela. Peut-être que des gens qui vont regarder la vidéo vont être rebutés parce qu'ils ont l'impression que je suis un inquisiteur. Et je crois que le sceptique, dans un tel exercice, ne doit pas passer pour un inquisiteur. On doit passer par la personne qui peut être convaincue, mais pas n'importe comment, et qui est prudente et qui est ouverte. Bon, voilà. Donc peut-être qu'à cet égard-là, cet exercice-là n'a pas été une grande réussite. Autre défaut, je coupe trop souvent la parole. Alors, ceux qui me connaissent savent que c'est mon grand défaut, je travaille sur moi, je fais des efforts. Je pense que couper la parole est nécessaire parfois pour demander une précision, pour indiquer un désaccord sur quelque chose sur lequel on veut revenir plus tard, pour dire non, simplement. Mais couper la parole constamment pendant une démonstration, ça coupe l'élan de la personne et ça donne l'impression qu'on n'écoute pas. Même pire que ça, couper la parole peut nous rendre réellement coupables de ne pas écouter pour de vrai. Et ça proscrire. Si vous n'êtes pas dans une écoute active, au moins au début, alors vous ne pouvez pas échanger avec la personne. Donc je crois avoir échangé de manière constructive, mais peut-être que j'ai coupé la parole trop souvent, ce qui fait que ça contribue à rendre le ton agressif. Donc ça rejoint un petit peu le défaut qu'on avait tout à l'heure. En revanche, couper la parole quand en face la démonstration s'éternise, que ça traîne, que ça lambine et qu'on ne voit pas où ça veut en venir, je pense que c'est légitime. On a le droit de dire, écoutez, bon, ça suffit, j'ai compris, passez à la suite s'il vous plaît, qu'on comprenne ce que vous voulez nous dire. Ce que j'ai fait ici, est-ce que je l'ai bien fait? Je me pose la question. Voilà pour les deux gros défauts, je crois, que j'ai eu pendant cette discussion. Bon, alors je n'ai pas été que nul et atroce durant cet échange, je crois, et je pense avoir réussi quelques petites choses qu'il faut viser. Je crois avoir expliqué à chaque fois pourquoi un argument ne me convainquait pas, et dit pourquoi en fait la thèse ne me semblait pas valide. J'ai reformulé ce que je pensais avoir compris, de manière à pouvoir vérifier que la personne en face de moi est d'accord avec ce que je reçois de ce qu'elle me dit. Ça c'est hyper important, c'est le cœur d'un tel échange, d'un débat. Et en réponse, elle a eu l'occasion de compléter, de préciser, de corriger sa manière de dire. Mais l'intérêt ici, c'est d'avoir une vidéo que je mets sur YouTube, qu'on peut partager, qu'on peut regarder. Donc l'intérêt, c'est d'avoir un échantillon taille réelle de comment se déroule, ou comment peut se dérouler, un échange avec une personne qui tient une thèse et veut la vendre, et le fait à l'aide d'un argumentaire mitraillette. Vous avez pu constater qu'on n'a pas le temps de s'arrêter sur les arguments. Elle vient avec un argument A, je lui explique que l'argument A ne me convainc pas pour telle et telle raison, paf, on passe à l'argument B directement. Et on fait ça 5-6 fois, donc au cours de l'heure qu'a duré l'échange, on a passé en revue beaucoup plus d'arguments qu'on ne pouvait en discuter sérieusement pendant ce laps de temps. Et ça, cet effet d'empilement, ce millefeuille argumentatif, il laisse une trace dans le cerveau, après l'échange, qui est que, quand même, elle avait beaucoup d'arguments. Et si vous ne faites pas attention à mesurer la qualité des arguments, vous retenez que la quantité, et parfois le cerveau s'en contente, et donc on se dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Et cette idée de « il n'y a pas de fumée sans feu », elle est à l'avantage des idées fausses, défendues mal, avec plein d'arguments pourris. On peut imaginer des millions d'arguments pour défendre une idée stupide. Ça ne rend pas l'idée intelligente ou vraie. Et donc c'est le piège du millefeuille argumentatif. Consciemment ou inconsciemment, Annie Lebé échafaude donc un millefeuille argumentatif qui peut piéger tous ceux qui ne feront pas l'effort de se demander quelle est la valeur individuelle de chaque argument. Et ça marche, c'est très efficace. Quand on veut débattre sérieusement d'un sujet, dans le but de se rapprocher de la vérité, on n'évacue pas un argument, on l'évalue. Et donc je pose la question, que vaut l'argument du déficit de mélatonine qui serait dû au passage à l'heure d'été? Ça vaut quoi?
Que vaut l'argument de l'effet putatif de ce déficit hypothétique sur la prévalence des cancers? Parce qu'on nous dit que ça peut provoquer ça, mais on se base sur quoi? Où sont les faits? Est-il possible que le calcium regagne l'intérieur des cellules durant la nuit? Ce serait vraiment étonnant. Les enfants d'aujourd'hui sont-ils réellement plus lents que ceux d'avant? Plus stupides en fait. Que signifient les courbes de naissance et de mort qu'on récupère dans un graphe de l'INSEE? Qu'est-ce qu'on croit pouvoir en dire? Mais surtout, qu'est-ce que l'INSEE en dit? Si les graphes montraient une anomalie, l'INSEE l'aurait dit, ce sont ces graphes. Ça serait quand même énorme que l'INSEE montre un graphe où il y a une anomalie et se taise, ne disent rien. Bon, que dit l'INSEE? On ne sait pas. Comment Annie Lobé sait-elle que les ondes électromagnétiques détruisent la mélatonine? Bon. N'avoir aucune réponse à ces questions, après plus d'1 heure de discussion, indique qu'il y a un problème. Je n'ai pas été informé par cette dame. Au mieux, j'ai été influencé. Nous n'avons pas éclairci ces points parce qu'Annie Lobé, je crois, ne nous laisse pas le temps d'examiner les arguments, les preuves, les faits, les éléments matériels dont on dispose. Elle est trop attachée à cultiver le soupçon. Elle est tellement sûre d'avoir raison que je crois qu'elle veut brûler les étapes et donc elle ne fait pas une démonstration propre et par conséquent, elle n'est pas crédible et elle n'est pas crue. Et elle va avoir comme réaction de penser que les gens ne veulent pas la croire parce qu'ils sont motivés par ceci ou cela. C'est assez pénible. Lorsqu'on dispose comme ça d'arguments solides et qu'on tient une thèse qui est vraie, alors on doit être en mesure de déployer une démonstration qui est convaincante. Je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas le fin mot de l'histoire, la vérité absolue sur l'effet des ondes sur les vivants, mais ce que je sais, c'est que la méthode utilisée ici, pour me convaincre, n'est pas une méthode honnête, où on se base sur des connaissances pour établir des relations entre des faits et démontrer une thèse. Ici, on a une succession d'hypothèses, de scénarios, qui s'appuient sur des appels à l'ignorance, sur des interprétations, sur des extrapolations. Et je souligne que la personne qui fait tout ça accuse ses contradicteurs d'être des faux scientifiques, et moi je serais un manipulateur. C'est pas très bon esprit, c'est pas très charitable, c'est pas super engageant. C'est pas gentil. Le plus important pour moi, le message principal que j'aimerais diffuser avec cette vidéo, et je pense l'avoir montré, c'est que lorsqu'on est face à face, en vrai, à quelques centimètres d'une personne qui est très très différente de nous, on peut avoir un échange argumenté, plus ou moins, poli, courtois, on peut se contredire, on peut remettre en question la manière dont la personne raisonne, sans s'insulter. Dans cet échange, qui a duré pas mal de temps, il n'y a pas eu de sarcasme, et il y a eu quasiment, sauf à la fin, quasiment aucune accusation. Un échange où il n'y a ni sarcasme ni accusation n'est pas un échange perdu. Quand on est derrière son clavier confortablement chez soi, on s'autorise parfois à balancer sarcasme et accusation, et je suggère que c'est ça le problème. C'est pas tellement le fait que la personne en face de nous, elle croit un truc bizarre, elle a quand même bien le droit de le faire. Le problème, c'est que on peut rien espérer obtenir si tout ce qu'on a à lui balancer, c'est sarcasme et accusation. Ça marche dans les deux sens, hein, okay, les sceptiques et les croyants. Si votre seule contribution à la conversation est de balancer une blague, une moquerie, vous moquer de la tête des gens, insulter, balancer un gif rigolo, etc., globalement, vous perdez notre temps et le vôtre. Et on a mieux à faire que ça, en fait. Donc, je vous conjure, ne perdez pas votre temps à commenter cette vidéo si c'est pour être mesquin. Parce qu'en plus, on vous lira à peine. Aux autres, je dis merci pour votre temps, votre attention, pour votre soutien, pour les efforts que vous déployez pour aider les uns et les autres et vous-même à mieux comprendre le sujet dont il est question. Je remercie ceux qui vont participer en apportant des sources, en expliquant des choses, plutôt qu'en jugeant, parce que ce sera plus utile pour tout le monde. Voilà, j'ai terminé. Alors, en commentaire, dites-moi si vous appréciez ce type de format avec des conversations difficiles, si vous avez envie qu'on recommence, et si vous avez des suggestions de personnes ou de lieux où on pourrait aller faire ce type d'entretien. Ou sinon, on arrête. Parce qu'après tout, on peut aussi faire autre chose. Les possibilités sont infinies. Abonne-toi, à bientôt.